Pour trouver votre chemin, vous vous fiez à des signaux gigantesques. Dans l'espace profond, ces signaux sont les pulsars, des phares cosmiques situés à des milliers d'années-lumière, tournant des centaines de fois par seconde. Vous pouvez les utiliser pour calculer votre position, comme un GPS. Cela semble être une solution fantastique, n'est-ce pas? Mais il y a ici une ironie amère. Plus vous vous fiez à ces étoiles gigantesques, plus vous vous perdez. Car, lorsque vous approchez de la vitesse de la lumière, la position de ces étoiles se déforme comme un mirage. Votre propre vitesse rend votre carte obsolète, et ce n'est pas tout. Pendant que vous entreprenez un voyage de plusieurs décennies, votre destination, la Terre, aura parcouru plus de 4 milliards de miles sur son orbite. Pourtant, le vrai problème n'est pas ce mouvement invisible. Le vrai problème, c'est la distorsion du temps lui-même. Si vous aussi, vous êtes curieux de connaître l'histoire de ceux qui tentent de résoudre ce problème, IM possible. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Car, dans un instant, vous verrez pourquoi rentrer à la maison n'est pas seulement un problème d'ingénierie, mais un problème de physique. Nous commençons. Pendant des années, nous pensions que l'univers était une toile de fond fixe et immobile, un mécanisme d'horlogerie géant, où les étoiles étaient clouées au ciel, et les planètes dansaient sur des chemins prévisibles. C'est pourquoi trouver le chemin du retour semblait aussi simple que de relier 2 points sur une carte. Une ligne droite du point A au point B. Mais nous avons ensuite regardé plus attentivement cette obscurité silencieuse. Et tout a changé. Nous savons maintenant que la règle la plus fondamentale de l'univers est la suivante. Rien, pas un seul atome, ne reste en place. Et ce simple fait brise à jamais le concept que nous appelons maison. Car votre foyer n'est pas un lieu. C'est un moment que vous ne pourrez jamais rattraper. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez à l'endroit où se trouve la Terre en ce moment. Vous diriez qu'elle tourne autour du Soleil. C'est vrai, mais incomplet. Ce n'est que le premier mot de l'histoire, car la Terre tourne sur son propre axe à une vitesse de plus de 1000 miles par heure à l'équateur. Tout en effectuant cette rotation, elle orbite autour du Soleil à une vitesse d'environ 67 000 miles par heure. Mais ce n'est pas tout. L'ensemble du système solaire, y compris le Soleil, tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée à la vitesse incroyable d'environ 500 000 miles par heure. Et même la Voie lactée elle-même n'est pas fixe. Notre galaxie dérive vers une structure massive que nous appelons le Grand Attracteur, à une vitesse dépassant 1 million de miles par heure. Lorsque vous superposez tous ces mouvements, une vérité terrifiante émerge. La Terre n'est même plus là où elle était il y a une seconde. Jamais. À chaque instant. Elle s'est déplacée de millions de miles par rapport à sa position précédente. Même en lisant ce texte, vous avez parcouru une distance incroyable à travers l'univers. C'est pourquoi il n'est pas possible pour un astronaute perdu dans l'espace profond de simplement rentrer à la maison. Car il n'y a pas de point fixe qu'il puisse désigner comme maison. Mais ce n'est pas là le plus intéressant. Et si nous restions en communication constante avec la Terre? Cela ne résoudrait-il pas le problème? Le Deep Space Network de la NASA fait exactement cela. Ce système composé d'antennes paraboliques géantes réparties en Californie, en Espagne et en Australie envoie un signal radio pour suivre les engins spatiaux. Le signal atteint le vaisseau et réfléchit, et ce temps aller-retour est mesuré. Comme la vitesse de la lumière est un nombre constant,
186 000 miles par seconde. Les ingénieurs peuvent calculer la distance à partir de ce temps avec une précision extraordinaire. Ce système est si performant que nous savons presque en temps réel où se trouve Voyager 1, qui est actuellement à plus de 15 milliards de miles de nous. C'est là le triomphe des voyages spatiaux modernes. Mais c'est aussi son plus grand piège, car cette méthode dépend d'une seule chose, la Terre. Et la vitesse de la lumière reste douloureusement lente face à l'immensité de l'univers. Il faut plus de 23 heures à un signal radio pour atteindre Voyager 1 depuis notre position. Donc, si vous posez une question, vous attendez environ 2 jours pour obtenir la réponse. Maintenant, imaginez-vous beaucoup plus loin, dans le vide interstellaire. À cette distance, le temps de communication se mesure non pas en heures, mais en années. Lorsque vous demandez à la Terre « Où suis-je ?», au moment où la réponse vous parvient, cette réponse est déjà vieille de plusieurs années. La Terre ne vous dit pas où vous êtes, elle vous dit où vous étiez il y a des années. Vous n'êtes pas guidé, on vous présente un rapport du passé. Alors comment est-ce possible? Si la Terre ne peut pas vous aider en temps réel, il ne reste qu'une seule option. Trouvez votre propre chemin. Vous revenez à cette vieille méthode que les marins utilisent depuis des siècles. La navigation à l'estime. La logique est simple. Connaissez votre point de départ. Enregistrez en permanence votre vitesse, votre direction et la durée de votre voyage. Calculez votre position actuelle avec ces données. Pour des voyages océaniques de plusieurs semaines. Cette méthode fonctionnait. Pourtant, cette méthode a une faiblesse fatale. Les erreurs s'accumulent. Chaque petite erreur que vous faites en mesurant votre vitesse, chaque minuscule déviation de votre route, chaque force non comptabilisée agissant sur votre navire, s'ajoute à l'erreur précédente. Plus le voyage est long, plus l'erreur totale devient énorme. Appliquez maintenant ce principe à un voyage de billions de miles et de plusieurs décennies. L'espace n'est pas un vide parfait. Le vent solaire exerce une pression inégale sur les différentes parties de l'engin spatial. Les faibles effets gravitationnels des étoiles passant à des milliards de miles de distance vous attirent légèrement. Des impacts de micrométéorites trop petits pour être détectés dévient votre trajectoire d'un millième de degré. Aucune de ces forces n'est significative en soi. Mais la navigation à l'estime ne peut pas corriger quelque chose qu'elle ignore. Sur des distances interstellaires, une erreur aussi petite qu'une fraction de degré peut se transformer en une déviation de millions de miles à votre point d'arrivée. Une erreur d'un seul degré, maintenue constante sur un voyage de 4 années-lumière, vous dévie de votre route de plus de 400 milliards de miles. C'est un raté plus large que tout le système solaire. Non seulement vous manquez votre cible, mais vous ne réalisez peut-être même pas que vous êtes passé à côté. Comme vous pouvez le voir, notre maison est une cible en mouvement constant. La ligne de communication la plus puissante que nous établissons avec la Terre se transforme en un murmure du passé dans les profondeurs de l'espace. Et lorsque nous essayons de trouver notre propre chemin, même les plus petites erreurs nous condamnent à un vide infini. Ces 3 problèmes, combinés, forment un mur presque infranchissable. Mais, derrière ce mur, se cache une vérité encore plus troublante. La vérité que cette seule chose immuable sur laquelle l'humanité s'est appuyée pour s'orienter pendant des milliers d'années, les étoiles elles-mêmes, pourraient être la plus grande supercherie. Et si chaque point lumineux dans le ciel vous indiquait délibérément le mauvais chemin?
car lorsque vous allez assez vite et assez loin, le ciel lui-même commence à conspirer contre vous. Les étoiles, ces guides que vous pensiez fiables, vous trompent pour deux raisons distinctes et inévitables. La première est connue sous le nom de aberration stellaire. C'est quelque chose que vous expérimentez tous les jours. Imaginez que vous courez sous la pluie. Même si la pluie tombe en fait à la verticale, elle vous semble tomber en biais parce que vous bougez. Plus vous courez vite, plus l'angle de la pluie devient horizontal. C'est exactement ce qui arrive à la lumière des étoiles lorsque vous atteignez une fraction significative de la vitesse de la lumière. Les étoiles, dans votre direction de déplacement, commencent à se rassembler devant vous, dans le ciel, à se comprimer. Les étoiles derrière vous, quant à elles, se raréfient. Le ciel se déforme littéralement. Chaque point de référence sur lequel votre système de navigation est basé se décale de l'endroit indiqué par vos cartes. Et l'ampleur de ce décalage change instantanément à chaque variation de votre vitesse. C'est pourquoi la carte sur laquelle vous vous fiez devient continuellement erronée à mesure que vous accélérez. Mais Kahana, ce n'est que le premier acte de la tromperie. Il y a un deuxième problème, plus insidieux, le mouvement propre. C'est le mouvement réel des étoiles au sein de la galaxie, vu de la Terre. Ce mouvement est si lent qu'il est imperceptible au cours d'une vie humaine. C'est pourquoi nous l'ignorons. Pourtant, lors d'un voyage de plusieurs décennies ou siècles, cette lente dérive ne peut plus être ignorée. Les étoiles que vous avez utilisées pour tracer votre route au début de votre voyage se seront déplacées pendant que vous voyagiez. Certaines, un peu, d'autres, beaucoup plus. Votre carte stellaire, la base de votre navigation, se transforme silencieusement et lentement en un document erroné, sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, quel genre de problème cela pose-t-il? Lorsque ces deux effets se combinent, il devient impossible de juger de la distance. Près de la Terre, nous mesurons la distance des étoiles proches par la méthode de la parallaxe. Mettez votre pouce devant votre visage et regardez-le d'abord avec l'œil gauche, puis avec l'œil droit. Vous verrez votre pouce sauter par rapport à l'arrière-plan. C'est la parallaxe. Lorsque la Terre regarde la même étoile depuis deux points différents de son orbite, l'étoile saute aussi légèrement par rapport aux étoiles plus éloignées en arrière-plan. En mesurant cet angle de saut, nous trouvons la distance. Cette méthode fonctionne à merveille pour les étoiles situées à quelques milliers d'années-lumière. Mais plus vous regardez loin, plus le saut devient petit. Finalement, il devient si petit qu'il est incommensurable. Maintenant, imaginez-vous dans un vaisseau spatial se déplaçant à une vitesse et dans une direction en constante évolution. La ligne de base de votre mesure de parallaxe n'est pas fixe comme l'orbite terrestre. Elle change constamment. Chaque point fixe sur lequel vous vous fiez devient incertain. Pourtant, au-delà de toutes ces tromperies visuelles, se cache un problème beaucoup plus fondamental, peut-être le plus troublant de tous, le temps lui-même. La dilatation du temps, l'une des prédictions les plus étranges et les mieux prouvées de la théorie de la relativité d'Einstein, entre en jeu. Plus vous vous déplacez rapidement par rapport à quelque chose, plus le temps s'écoule lentement pour vous par rapport à cette chose. Imaginez que vous voyagez à 90% de la vitesse de la lumière. Pour chaque année qui passe sur votre vaisseau, plus de 2 ans s'écoulent sur Terre. Augmentez votre vitesse à 99% de la vitesse de la lumière. Ce rapport devient encore plus dramatique. Votre année équivaut à environ 7 ans sur Terre. Qu'est-ce que cela signifie?
Supposons que vous ayez parfaitement résolu tous les problèmes de navigation. Vous savez avec une certitude absolue où vous êtes et comment diriger votre vaisseau vers le système solaire. Néanmoins, l'endroit où vous retournez ne sera pas l'endroit que vous avez quitté, selon la durée de votre voyage et votre vitesse. Des décennies, voire des siècles, pourraient en s'être écoulés sur Terre à votre retour. Les gens que vous connaissiez seront partis. Les villes que vous vous rappeliez seront méconnaissables. Les langues auront changé. La technologie aura progressé de manière que vous n'auriez même pas pu imaginer à votre départ. La maison n'est plus seulement un endroit difficile à trouver, c'est maintenant un temps qui n'existe plus. Comme vous le voyez, l'univers ne vous donne pas seulement une fausse carte. Il dérègle aussi votre horloge. La position des étoiles se transforme en illusion. Mesurer la distance devient impossible. Et pire que tout. Même si vous arrivez parfaitement à votre destination, vous découvrez que ce que vous cherchiez est déjà dans le passé. Ce n'est pas seulement un problème d'ingénierie, c'est une impasse fondamentale, tissée dans la fabrique même de l'espace-temps. Mais les scientifiques n'ont pas baissé les bras. Ils ont proposé une méthode complètement différente, hallucinante, pour trouver notre chemin dans ce labyrinthe cosmique. Utiliser le système GPS naturel de l'univers lui-même. Mais ces horloges cosmiques, ces phares incroyablement précis, pourraient-ils vraiment fonctionner? Et plus important encore, pourraient-ils aussi être une illusion? Et juste à ce moment-là, les scientifiques ont regardé ces horloges cosmiques, ces phares incroyablement précis. Car dans les profondeurs de l'univers, il existe un chronomètre presque parfait. Nous les appelons pulsars. Quelle est cette idée? Les pulsars sont les noyaux effondrés d'étoiles massives qui ont explosé en supernova. Ils tournent à une vitesse incroyable, certains des centaines de fois par seconde. Pendant cette rotation, ils émettent un faisceau de rayonnement dans l'espace, exactement comme un phare. Certains, appelés pulsars millisecondes, sont si stables que leurs tics rivalisent avec les meilleures horloges atomiques que nous avons construites sur Terre. C'était une solution élégante. Si vous pouviez détecter la synchronisation des signaux de plusieurs pulsars différents dispersés dans la galaxie, et si vous connaissiez précisément leur position et leur période de rotation, vous pourriez calculer votre propre position dans l'espace tridimensionnel. Cette méthode est basée sur le principe de comparaison du moment exact où chaque signal atteint votre position. Elle fonctionne exactement comme un GPS, mais au lieu de satellites en orbite terrestre, vos points de référence sont des étoiles effondrées, dispersées sur des milliers d'années-lumière. Et la NASA a réellement testé une version de ce concept. Les ingénieurs ont placé sur la Station spatiale internationale un appareil conçu pour détecter les signaux de rayons X de plusieurs pulsars connus. L'objectif était de calculer la position de la station en utilisant uniquement ces signaux. Et ils ont réussi. Ça a fonctionné. La position calculée, à l'aide de la synchronisation des pulsars, correspondait à la position orbitale connue de la station avec une marge d'erreur de quelques miles. C'était une réussite vraiment extraordinaire, car elle donnait un indice d'une méthode réelle et fonctionnelle pour s'orienter dans les profondeurs de l'espace, sans avoir besoin d'un contact radio constant avec la Terre. Mais la navigation par pulsar n'est pas non plus une solution parfaite. C'est impossible, car les signaux de rayons X provenant de pulsars lointains sont extraordinairement faibles lorsqu'ils atteignent un détecteur. Pour les distinguer clairement,
Il faut des instruments grands et sensibles et de longues périodes d'observation. Un vaisseau spatial se déplaçant rapidement et nécessitant des mises à jour fréquentes de sa position ne peut pas se permettre d'écouter patiemment pendant des heures les faibles signaux de quelques étoiles spécifiques. De plus, la synchronisation des pulsars doit également tenir compte des mêmes effets de relativité qui déforment la lumière des étoiles ordinaires, à savoir l'aberration et la dilatation du temps. C'est pourquoi, plus vous voyagez vite, plus les calculs deviennent complexes. Et maintenant, voici le vrai choc. Il y a un autre problème à plus long terme. Les pulsars ralentissent progressivement avec le temps à mesure qu'ils émettent de l'énergie. Bien que leur synchronisation soit remarquablement stable sur des années et des décennies, elle n'est pas parfaitement stable sur des siècles et des millénaires. Tout système de navigation construit autour de la synchronisation des pulsars devra tôt ou tard être réajusté en utilisant des modèles mis à jour sur la façon dont chaque pulsar ralentit. Et ces modèles eux-mêmes comportent de petites incertitudes. C'est un outil puissant. Oui, l'une des meilleures idées jamais proposées pour la navigation interstellaire. Mais ce n'est pas le système GPS cosmique sans faille tel qu'il est parfois décrit. C'est une autre méthode imparfaite ajoutée à plusieurs autres méthodes imparfaites. Et dans l'espace profond, c'est souvent le mieux que l'on puisse espérer. Pourtant, au-delà de tous ces instruments et calculs, il y a un problème beaucoup plus profond. Un problème inscrit dans la structure même de l'espace et du temps. Si vous voyagiez assez vite pour effectuer un voyage interstellaire tolérable au cours d'une vie humaine, vous devriez atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. Et à ces vitesses, le temps lui-même cesse de se comporter comme il le fait dans la vie de tous les jours. Comment est-ce possible ? Cela semble n'être qu'un problème théorique. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est peut-être l'obstacle le plus fondamental qui rend le retour à la maison impossible. Non seulement techniquement, mais aussi philosophiquement. Car pendant que vous voyagez loin de chez vous, dans une capsule où le temps est ralenti, votre maison continue de vieillir sans vous. Un gouffre s'ouvre entre vous, non seulement en distance, mais aussi en temps. Et si, même en revenant parfaitement, ce que vous trouviez n'était pas la maison que vous vous souveniez, mais son fantôme, car cela cesse d'être un simple problème mathématique. Cela se transforme en un dilemme spirituel. Savoir que ce que vous trouverez à votre retour n'est pas la maison que vous portiez dans votre cœur en partant, peut rendre le voyage lui-même dénué de sens. C'est peut-être la partie la plus troublante de tout ce problème. Même une solution de navigation parfaite ne suffirait pas. Car ce que vous essayez de retrouver n'est pas seulement un lieu, c'est un lieu à un moment précis. Et ce moment disparaît à jamais dès que vous tournez le dos et partez. Qu'est-ce que cela signifie ? Pensons en chiffres, car il est presque impossible de ressentir intuitivement ces échelles. La distance jusqu'à l'étoile, la plus proche après notre Soleil, 4 années-lumière, est d'environ 25 billions de miles si vous vous dirigez vers une cible aussi lointaine. La moindre erreur angulaire au début de votre voyage se transforme en une erreur de position massive à votre arrivée. Une erreur d'un seul degré, maintenue constante sur cette distance, vous dévie de votre route de plus de 400 milliards de miles. Ce n'est pas une petite correction, c'est manquer votre cible d'une distance plus grande que tout notre système solaire. Adaptez maintenant cette pensée au problème du retour à la maison. Vos instruments, vos cartes stellaires, vos calculs de navigation à l'estime,
votre synchronisation de pulsars. Tous peuvent comporter de petites erreurs individuelles. Et si ces erreurs s'accumulent au cours d'un voyage de plusieurs années, la région de l'espace que vous devez rechercher pour retrouver la Terre peut devenir étonnamment grande. Pas quelques miles, pas quelques milliers de miles, potentiellement une zone de recherche plus grande que des régions entières du système solaire. Mais le vrai problème n'est même pas là. Personne n'est là pour vous aider dans cette immense zone de recherche. Chaque message envoyé depuis la Terre pour vous guider vers votre maison sera déjà vieux de plusieurs années au moment où il vous parviendra. Ces messages décrivent une position que la Terre occupait bien avant que vous ne receviez la correction. C'est pourquoi, dans toute discussion réaliste sur les voyages dans l'espace profond, l'expression « rentrer à la maison » pèse beaucoup plus lourd qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une simple manœuvre. C'est un problème de navigation entièrement nouveau. Il est même sans doute plus difficile que le voyage aller, car au moins à l'aller, vous vous dirigez vers une cible qui n'a pas eu le temps de dériver loin de l'endroit où vos calculs l'attendaient. Au retour, tout ce que vous visez a continué de bouger en votre absence, et votre seule information sur sa destination est constituée de données anciennes, incertaines et de plus en plus obsolètes chaque jour. Et qu'en est-il d'un problème plus physique, plus humain? Il y a aussi une dimension physique plus immédiate à ce problème, facile à négliger. L'orientation humaine dépend fortement de repères visuels et physiques qui n'existent tout simplement pas dans l'espace profond, comme sur Terre, ou même en orbite basse. Les astronautes de la Station spatiale internationale, bien qu'en apesanteur, ont toujours une planète proche à regarder. Un horizon, des levées et des couchers de soleil toutes les 90 minutes. Et un contact radio constant avec le contrôle de mission à une fraction de seconde de distance. L'espace profond n'offre rien de tout cela. Il n'y a pas de haut, pas de bas, pas d'horizon proche, pas de paysage qui défile pour juger de votre mouvement. Les étoiles, du point de vue de l'œil humain, semblent toutes se trouver à la même distance infinie, qu'elles soient à 4 années-lumière ou à 40 000, sans instrument. Il n'y a absolument aucun moyen pour un humain flottant dans l'espace profond de sentir dans quelle direction, à quelle vitesse il se déplace, ou s'il bouge du tout. Historiquement, ce type de désorientation s'est avéré être l'un des aspects les plus psychologiquement éprouvants des voyages spatiaux de longue durée. Tous ces problèmes, la cible mobile, la communication retardée, les erreurs accumulées et la désorientation psychologique, combinés, créent un obstacle monumental. Ce n'est pas un problème de simple manque de performance de nos instruments. C'est un problème qui découle de la physique elle-même. Top mess. Pour remonter à la racine de ce problème, les scientifiques sont revenus des siècles en arrière, à nos hypothèses les plus fondamentales sur l'univers lui-même. Et si l'univers lui-même nous offrait une clé secrète pour trouver notre chemin? Et si nous avions cherché cette clé au mauvais endroit pendant toutes ces années? Alors, qu'y a-t-il derrière tout ça? Pour répondre à cette question, nous devons quitter l'ingénierie moderne et revenir aux questions les plus fondamentales de la physique. Car à la fin des années 1860, les scientifiques croyaient que l'univers était rempli d'un milieu invisible appelé éther. C'était l'arrière-plan fixe de l'univers, à travers lequel tout passait. On pensait que les ondes lumineuses avaient besoin de ce sol universel appelé éther, tout comme les ondes sonores
ont besoin d'air et les vagues d'eau ont besoin d'eau. Si ce milieu existait vraiment, alors vous pourriez mesurer votre vitesse par rapport à lui. Tout comme vous mesurez votre vitesse par rapport au sol lorsque vous marchez. Ce serait le point de référence fixe ultime, par rapport auquel tout mouvement dans l'univers pourrait finalement être mesuré. Deux scientifiques, Albert Michelson et Edward Morley, se sont mis en tête de le détecter. Ils ont construit un instrument incroyablement sensible pour mesurer de petites différences dans la vitesse de la lumière, selon la direction dans laquelle elle se déplaçait par rapport au mouvement de la Terre dans cet éther supposé. Si l'éther existait, la lumière se déplaçant dans la même direction que l'orbite terrestre aurait dû être mesurée à une vitesse légèrement différente de celle de la lumière se déplaçant contre elle. L'expérience était sensible. Elle a été répétée de nombreuses fois, améliorée encore et encore, et le résultat, encore et toujours, était rien, aucune différence. La lumière se déplaçait exactement à la même vitesse, quelle que soit la direction dans laquelle elle était mesurée, indépendamment de la façon dont la Terre se déplaçait dans l'espace. Ce résultat a stupéfié les physiciens pendant des années, jusqu'à ce qu'une nouvelle explication vienne renverser toute la prémisse de la quête. Il n'y avait pas d'éther. Il n'y avait pas d'arrière-plan fixe. Il n'y avait pas de référentiel universel par rapport auquel un mouvement absolu pouvait être mesuré. Il s'est avéré que le mouvement n'a de sens que par rapport à autre chose. Il n'existe pas de repos absolu. Il n'y a que le repos par rapport à un objet ou un observateur spécifique. Cette idée, à savoir que l'univers n'a pas de point fixe intégré, pas de point zéro cosmique sur la carte, n'est pas seulement un morceau abstrait de l'histoire de la physique. C'est la raison la plus profonde pour laquelle il est si difficile de trouver le chemin du retour dans l'espace profond. Le problème n'est pas seulement que nos instruments ne sont pas encore assez bons. Le problème est que l'univers lui-même n'a jamais été construit avec un référentiel absolu à l'esprit. Chaque position, chaque vitesse, chaque direction n'a de sens que par rapport à autre chose, et tout le reste est aussi en mouvement. Mais, ramenons maintenant cette grande idée à une technologie que nous portons dans nos poches, le GPS. Le système de positionnement global fonctionne si bien, si sans effort, que la plupart des gens ne s'arrêtent pas pour penser à quel point il est remarquable. Un réseau de satellites en orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 12 000 miles. Chacun porte une horloge atomique si précise qu'elle perdra moins d'une seconde en environ 3 millions d'années. Chaque satellite diffuse en continu sa position exacte et l'heure exacte à laquelle ce signal a été envoyé. Votre téléphone ou votre voiture reçoit simultanément les signaux de plusieurs de ces satellites et mesure la petite différence de temps d'arrivée entre eux. Il calcule sa propre position par un processus appelé trilatération, c'est-à-dire en se triangulant par rapport à plusieurs points fixes et connus dans le ciel. C'est un système élégant, car chaque partie de celui-ci remplit une condition que l'espace profond ne fournit tout simplement pas. Les satellites sont proches. Leurs positions sont toujours connues avec une extrême précision. Un nombre suffisant de satellites sont visibles depuis n'importe quel point de la surface de la Terre pour permettre une triangulation précise. Et le plus important, l'ensemble du système fonctionne avec un délai de communication mesuré en millisecondes, pas en heures ou en années. Aucune de ces conditions n'est présente dès que vous quittez le système solaire.
Il n'y a pas de réseau de satellites précisément connu autour de vous. Il n'y a pas d'ensemble de points de référence proches et bien réglés qui diffusent leur position à chaque fraction de seconde. Les étoiles qui pourraient jouer un rôle similaire sont distantes de plusieurs années-lumière. Leurs signaux mettent des années à être mis à jour. Et comme nous l'avons vu précédemment, plus vous allez vite et loin, plus leur position apparente change. Et si nous construisions notre propre GPS, théoriquement, vous pourriez imaginer que dans le futur, l'humanité place un réseau de balises de navigation dans l'espace interstellaire proche, une sorte de satellite artificiel qui diffuserait des positions connues, comme le font les satellites. GPS. Mais, construire et maintenir un tel réseau sur des années-lumière d'espace vide est une entreprise colossale en soi. Maintenir chaque balise précisément réglée pendant des siècles et recevoir leurs signaux avec une vitesse et une précision utilisables est bien au-delà de ce que la technologie actuelle peut raisonnablement accomplir. Pour un avenir prévisible, les voyageurs de l'espace profond devront se fier aux balises imparfaites de l'univers lui-même et espérer qu'elles seront suffisantes. Il y a une autre couche à ce problème rarement discuté. Elle concerne quelque chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais. Le champ magnétique de la Terre. Ce champ, généré dans les profondeurs du noyau externe en fusion de notre planète, s'étend bien au-delà de la surface et crée une bulle protectrice appelée magnétosphère. Il nous protège de la plupart des radiations du Soleil. Il est également utilisé pour la navigation depuis des milliers d'années, depuis l'invention de la première boussole. Mais le champ magnétique de la Terre, aussi utile soit-il, ne s'étend que jusqu'à une certaine distance. Au-delà, se trouve une bulle beaucoup plus grande creusée par le vent solaire, appelée héliosphère. Voyager 1, en 2012, est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à franchir cette limite en cas, quittant l'héliosphère et entrant directement dans l'espace interstellaire. Lorsqu'un engin spatial franchit cette limite, toute trace de la structure magnétique familière et produite localement disparaît. Il ne reste plus de boussole sur laquelle se fier, même en principe. Le champ magnétique interstellaire y est faible, complexe et façonné par des forces totalement indépendantes de notre Soleil ou de notre système solaire. Il n'offre rien qui ressemble au champ magnétique fiable et bien cartographié qui a guidé les marins et les pilotes sur Terre pendant des siècles. Tout engin spatial ou tout futur voyageur qui passerait dans cette région perdrait un autre outil qui fonctionnait de manière fiable plus près de la maison. Et c'est pourquoi, lorsque regarder vers le monde extérieur devient de moins en moins fiable, les ingénieurs ont été contraints de se tourner vers l'intérieur, vers une technologie capable de mesurer directement le mouvement d'un engin spatial, sans avoir besoin de la moindre référence extérieure. On les appelle des unités de mesure inertielle, UMI. Elles fonctionnent un peu comme lorsque vous sentez si un ascenseur monte ou descend les yeux fermés. Cette sensation vient d'un système dans votre oreille interne. Les UMI sont la version technologique de ce principe. Elles utilisent des gyroscopes et des accéléromètres pour détecter les changements d'orientation et de vitesse. En principe, si vous connaissez votre position de départ exacte et que vous pouvez mesurer chaque accélération et chaque virage que votre vaisseau subit par la suite, vous devriez être en mesure de calculer votre position actuelle entièrement par des mesures internes. Vous n'auriez jamais besoin de regarder à l'extérieur. C'est la forme la plus pure de la méthode de navigation à l'estime, et elle a été utilisée avec succès pendant des décennies pour guider des missiles, des sous-marins
et les premiers engins spatiaux avec une précision impressionnante sur des périodes relativement courtes. Les missions Apollo se sont largement appuyées sur la navigation inertielle, avec des gyroscopes qui suivaient l'orientation du vaisseau spatial tout au long du voyage vers la Lune. Mais, même ces systèmes devaient être régulièrement corrigés à l'aide d'observations stellaires, car les gyroscopes dérivent, de petits défauts dans leur construction, de petites quantités de friction, de petites sensibilités aux changements de température. Tout cela fait que de petites erreurs s'infiltrent avec le temps. Ces erreurs s'accumulent, tout comme les erreurs accumulées en mer, pour un voyage de 3 jours vers la Lune. Cette dérive était gérable. Elle était corrigée périodiquement par des observations stellaires précises prises à travers un télescope à bord. Mais qu'en est-il d'un voyage de plusieurs décennies et de billions de miles? Pour ce voyage, la même dérive serait catastrophique. Même les gyroscopes modernes les plus avancés, bien que précis à une minuscule fraction de degré par heure, accumuleraient suffisamment d'erreurs au cours d'années de fonctionnement continu pour dévier la position calculée d'un engin spatial d'une quantité non négligeable. Il n'existe actuellement aucun gyroscope, aucun accéléromètre, aucun système inertiel fabriqué par l'homme qui puisse maintenir une précision utile sur l'échelle de temps qu'un véritable voyage interstellaire exigerait. Du moins, sans recevoir de corrections fréquentes d'une sorte de référence externe. Et comme nous l'avons vu précédemment, nous savons à quel point ces références externes deviennent difficiles, retardées et incertaines, plus on s'éloigne. Et qu'en est-il des ennemis plus insidieux, plus invisibles? Non seulement les défauts internes de nos instruments, mais le voyage lui-même endommage lentement nos instruments. L'espace interstellaire n'est pas un vide parfait. Il contient une quantité rare, mais réelle de gaz et de poussière, ainsi qu'un bombardement constant de rayonnement cosmique. Ce sont des particules de haute énergie qui parcourent la galaxie depuis des millions d'années. Certaines proviennent d'anciennes explosions de supernovas, au cours d'années et de décennies d'exposition. Ce rayonnement peut perturber l'électronique sensible. Il peut lentement décaler l'étalonnage des instruments sur lesquels un engin spatial s'appuie pour mesurer sa position et son orientation. Un suiveur d'étoiles, précis à une fraction de seconde d'arc au lancement, peut légèrement dériver de son étalonnage après des années d'exposition aux radiations, introduisant de petites erreurs difficiles à détecter dans chaque calcul de position qu'il effectue par la suite. Les particules de poussière, ces Kira, bien qu'incroyablement rares dans l'espace interstellaire, heurtent tout de même occasionnellement la surface d'un engin spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Même une particule microscopique transporte suffisamment d'énergie pour causer des dommages réels ou au moins donner une petite impulsion imprévisible à la trajectoire de l'engin spatial. Aucun de ces effets n'est dramatique en soi. Mais la navigation sur des distances interstellaires n'est pas compromise par une seule défaillance dramatique. Elle est lentement érodée par des dizaines de petits facteurs faciles à négliger, chacun ajoutant un peu plus d'incertitude à une image qui n'était jamais parfaitement nette au départ. Et enfin, il y a la force silencieuse de l'univers lui-même, la gravité. Chaque étoile qu'un engin spatial croise, même à des années-lumière de distance, exerce un petit effet gravitationnel sur sa trajectoire. La plupart du temps, cet effet est négligeable, trop petit pour avoir de l'importance à des fins pratiques. Pourtant, sur un voyage de décennies et de billions de miles,
Même, des effets négligeables s'accumulent. Il dévient subtilement une orbite de sa trajectoire initialement calculée de manière difficile à prévoir, car ces effets dépendent de la masse et de la position exacte de chaque étoile le long de la route. Et beaucoup d'entre elles ne sont pas connues avec une précision parfaite par les observations terrestres. Les astronomes ont catalogué la position et la masse estimée d'un grand nombre d'étoiles. Mais, de petites erreurs dans ces catalogues, SAT, multipliées par la longueur d'un voyage interstellaire, ajoutent une autre couche d'incertitude aux tentatives de navigation précises à long terme. Comme vous pouvez le voir, même en nous tournant vers l'intérieur, nous ne trouvons pas de solution parfaite. Nos meilleurs systèmes de mesure interne dérivent avec le temps. L'espace extérieur lui-même, avec ses radiations et sa poussière, dégrade lentement nos instruments, et les réseaux de gravité invisibles de l'univers déviennent silencieusement même nos calculs les plus minutieux, lorsque chacun de ces problèmes s'ajoute au problème des références externes imparfaites. La situation commence à paraître presque désespérée. Mais, ce qui est vraiment excitant, ce sont les méthodes incroyablement ingénieuses développées pour surmonter tous ces problèmes. Les scientifiques et les ingénieurs, au lieu de se fier à une seule méthode, ont conçu des systèmes complexes et superposés qui combinent plusieurs techniques. Alors, comment fonctionnent exactement ces systèmes et peuvent-ils vraiment nous ramener à la maison? Et maintenant, le vrai miracle arrive, car ces systèmes, bien qu'imparfaits individuellement, accomplissent quelque chose d'incroyable lorsqu'ils sont combinés. Pensez un instant à la façon dont l'humanité suit ses émissaires les plus lointains dans l'espace. Maintenir nos missions actuelles dans l'espace profond sur la bonne voie demande déjà un effort colossal. Cela montre à quel point ce problème est complexe et continu. Même lorsque nous sommes encore, cosmiquement parlant, extrêmement proches de chez nous. Prenez New Horizons, par exemple, l'engin spatial qui nous a donné les premières images en gros plan de Pluton. Au cours de son voyage de 9 ans et demi, il a nécessité plusieurs petites manœuvres de correction de trajectoire. Chacune a été calculée par des équipes sur Terre à l'aide de données de suivi radio, puis transmise à l'engin spatial sous forme d'une séquence précise d'allumage de propulseurs. New Horizons disposait de toute l'infrastructure de suivi de la Terre, de toutes nos connaissances accumulées sur la mécanique orbitale et d'un contact radio clair et ininterrompu tout au long de la mission. Pourtant, il a eu besoin d'une correction constante et minutieuse pour atteindre sa cible avec la précision requise pour une science utile. Et Pluton, bien qu'il semble impossiblement lointain dans notre imagination, n'est qu'à environ 4,6 milliards de miles de la Terre à son point le plus éloigné. Une distance que la lumière parcourt en quelques heures. Mais ce n'était qu'un début. Maintenant, transposer ce même besoin de correction continue à un voyage qui s'étend sur des années-lumière. Un voyage où les signaux de correction prennent des années, pas des heures. C'est alors qu'il devient presque impossible d'exagérer l'ampleur du défi. Car la faiblesse de chaque système se combine à celle des autres. Ce n'est pas une seule grande tempête, c'est une tempête parfaite créée par des milliers de petits vents venant de toutes les directions en même temps. Et maintenant, la chose la plus incroyable se produit, la couleur. Même la perception la plus fondamentale de l'œil humain commence à vous mentir. Lorsqu'un objet se déplace vers vous, la lumière qu'il émet se décale vers l'extrémité bleue du spectre, un phénomène appelé décalage vers le bleu. Lorsqu'un objet s'éloigne, sa lumière se décale vers le rouge. C'est le décalage vers le rouge.
Cet effet est utile pour mesurer le mouvement des galaxies lointaines. Mais il devient une complication majeure pour quiconque voyage à une fraction significative de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, les étoiles devant vous apparaissent décalées vers le bleu, parfois de manière spectaculaire. Les étoiles derrière vous se décalent vers le rouge, et le degré de ce décalage change constamment à mesure que votre propre vitesse varie. Une étoile qui devrait apparaître comme un point lumineux familier, rougeâtre ou jaunâtre, peut à la place apparaître d'un bleu vif. Sa vraie couleur est complètement masquée par votre propre vitesse par rapport à elle. Identifiez les étoiles par leur couleur attendue. L'une des façons dont les astronomes cataloguent et reconnaissent des étoiles spécifiques à grande distance devient peu fiable au moment même où vous en avez le plus besoin. Aux étapes les plus critiques d'un long voyage, aux vitesses les plus élevées, toute méthode d'identification visuelle sur laquelle vous auriez pu vous fier est corrompue par le fait même de se déplacer assez vite pour rendre le voyage tolérable au cours d'une vie humaine. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus profond. L'environnement lui-même travaille silencieusement contre la précision à long terme. L'espace interstellaire est rempli de millions d'années de rayonnement cosmique provenant d'anciennes explosions de supernovas. Des années et des décennies d'exposition peuvent lentement décaler l'étalonnage d'un suiveur d'étoiles. Un capteur précis à une fraction de seconde d'arc au lancement peut commencer à produire de petites erreurs difficiles à détecter après des années. Ces erreurs s'infiltrent dans chaque calcul de position et s'accumulent avec le temps. C'est un poison lent, pas un seul grand coup, mais des milliers de petites piqûres d'aiguilles, chacune augmentant un peu plus l'incertitude. Et enfin, sous tout cela, il y a une autre énigme qui s'étend jusqu'aux recoins les plus étranges de la physique, l'idée même de maintenant. Lorsqu'on traite d'objets séparés par des distances immenses, cela n'a pas le sens que la plupart des gens pensent, car l'information, y compris la lumière, ne peut voyager qu'à une vitesse finie. Deux observateurs se déplaçant à des vitesses différentes ou séparés par de grandes distances ne seront pas nécessairement d'accord sur ce qui se passe simultanément. Ce n'est pas une limitation de nos instruments. C'est une caractéristique fondamentale de la façon dont l'espace et le temps sont entrelacés. Pour quelqu'un voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière dans l'espace interstellaire profond, le concept même de la position actuelle de la Terre devient glissant. Cela n'a rien à voir avec une erreur de mesure. Tout est lié à la structure même de la réalité. Lorsque, maintenant, cesse d'avoir le même sens pour chaque observateur. Il n'y a pas de réponse unique universellement acceptée à la question « Où est la Terre en ce moment ?» C'est une idée étrange, presque vertigineuse. Mais elle souligne à quel point ce problème est vraiment profond. Ce n'est pas seulement un défi d'ingénierie attendant une solution suffisamment intelligente. Une partie de celui-ci touche à la physique fondamentale de l'univers. La même physique qui semblait autrefois promettre un référentiel cosmique fixe a plutôt révélé qu'une telle chose n'a jamais existé. Lorsque tous ces problèmes individuels se combinent, le tableau qui en ressort est stupéfiant. Chaque système, pris isolément, a un ensemble de faiblesses gérables. Mais, lorsque vous les combinez, une faiblesse nourrit l'autre. À mesure que votre vitesse augmente, la position des étoiles se déforme, ce qui rend plus difficile la correction de votre système de navigation à l'estime. À mesure que vous vous éloignez, les signaux radio de la Terre sont retardés.
ce qui rend impossible de compenser la dérive de vos gyroscopes. Et pendant que tout cela se passe, le temps lui-même s'écoule à des rythmes différents pour vous et votre cible. Ce n'est pas combattre un seul ennemi, c'est combattre une armée de fantômes en constante évolution, attaquant de toutes les directions. Pourtant, l'humanité, à travers l'histoire, a trouvé des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles. Des moments comme la crise d'Apollo 13 ont montré que nous pouvons faire preuve d'une créativité incroyable sous pression. Alors, quelle est la clé de cette énigme cosmique, si tant de systèmes échouent en même temps? Comment les ingénieurs abordent-ils ce défi ultime? C'est pourquoi la clé de cette énigme cosmique n'est pas une solution unique et parfaite. Elle ne peut pas l'être. La clé est un système de redondance intelligent. En pratique, les ingénieurs gèrent cette incertitude en ne se fiant jamais entièrement à une seule méthode, la véritable navigation des engins spatiaux, même pour les missions qui fonctionnent bien au sein du système solaire, reposent rarement sur une seule technique. Les estimations de la navigation à l'estime sont constamment vérifiées par rapport aux lectures des suiveurs d'étoiles. Les lectures des suiveurs d'étoiles sont vérifiées par rapport aux mesures de distance radio provenant de la Terre lorsque le contact est disponible. Toute donnée de synchronisation de pulsars disponible, aussi rare soit-elle, est ajoutée comme une vérification indépendante supplémentaire par rapport aux autres. C'est une leçon que l'histoire nous a enseignée beaucoup plus récemment. Pendant la mission Apollo 13, l'explosion d'un réservoir d'oxygène a paralysé le vaisseau spatial à environ 200 000 miles de la Terre. Cela a forcé l'équipage à annuler son alunissage et à se battre pour rentrer à la maison, simplement en survivant. Lorsque leurs ordinateurs de navigation principaux ont été partiellement désactivés pour économiser de l'énergie, l'équipage et le contrôle de mission ont dû improviser une méthode pour vérifier l'orientation du vaisseau. Ils n'ont utilisé rien de plus que le soleil, visible par une fenêtre. Ils l'ont aligné sur un repère spécifique, vérifié par rapport à des positions d'étoiles connues. Ça a fonctionné. Mais cela a nécessité une précision extraordinaire, du sang-froid et une quantité énorme de soutien d'une équipe sur Terre qui pouvait communiquer avec l'équipage en quelques secondes. Ils effectuaient des calculs sur de puissants ordinateurs et renvoyaient des instructions presque instantanément. Même à ce moment-là, près de la maison, avec la Terre clairement visible dans leurs fenêtres, comme une bille bleue en croissance constante, alors que les retards de communication se mesuraient en secondes. La marge d'erreur était infime. Mais imaginez maintenant la même crise, se produisant non pas à 200 000 miles de la Terre, mais à 200 000 fois cette distance, dans le vide réel de l'espace interstellaire. Il n'y a pas de bille bleue qui grandit dans la fenêtre, pas d'échange radio rapide avec le contrôle de mission, et aucun moyen de vérifier visuellement votre orientation par rapport à quoi que ce soit de familier. Les outils qui ont sauvé Apollo 13, une Terre visible, un Soleil visible, un contact radio instantané, n'existeraient tout simplement pas. Et maintenant, le vrai choc, la réponse la plus poétique de l'humanité à ce problème. Lorsque Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés, chacun portait un disque d'or, conçu comme un message à toute civilisation qui pourrait le trouver un jour en dérivant dans l'espace interstellaire. Gravée sur la couverture de ce disque se trouve une carte montrant la position de notre Soleil par rapport à 14 pulsars spécifiques.
Chacun est identifié par sa période de rotation, précise au moment du lancement. Il est codé de manière à permettre à une civilisation technologiquement avancée de calculer exactement d'où sort et même approximativement quand sort le vaisseau spatial est originaire. C'est, en fait, une adresse de retour cosmique construite en utilisant les mêmes principes de synchronisation de pulsars que les ingénieurs modernes essaient maintenant de transformer en un système de navigation pratique. Le fait que les scientifiques des années 1970 aient choisi les pulsars parmi tout ce qui existe dans l'univers pour marquer notre position en dit long. Même à l'époque, Coran, il comprenait que les points de référence ordinaires, les coordonnées ordinaires, n'auraient aucun sens sur des distances et des échelles de temps aussi vastes. Ils avaient besoin de quelque chose qui aurait encore un sens dans des dizaines de milliers d'années. Quelque chose d'assez durable pour survivre à la dérive de chaque point de référence, plus proche et plus familier. Les pulsars étaient ce qui se rapprochait le plus d'une adresse fixe dans un univers sans adresse. Mais, même cela n'est pas parfait. Même cette adresse est accompagnée d'un avertissement important. Un avertissement que les concepteurs du Golden Record connaissaient très bien, car les pulsars ralentissent lentement en vieillissant. La synchronisation exacte codée sur ce disque deviendra lentement de moins en moins précise, plus elle sera lue loin dans le futur. Cela signifie que même l'adresse de retour cosmique, soigneusement conçue par l'humanité, a une sorte de date d'expiration. Une dérive vers une lente imprécision, inscrite dans la physique même des étoiles sur lesquelles elles reposent. Et cela nous amène au système de secours ultime. Que se passe-t-il lorsque tout échoue, que la technologie s'effondre et que les calculs deviennent absurdes? Alors, vous vous tournez vers la solution la plus audacieuse, mais aussi la plus tragique que l'humanité ait imaginée. Les vaisseaux générationnels. Ces véhicules massifs sont assez grands pour transporter des équipements de navigation sophistiqués, potentiellement des systèmes redondants, de multiples suiveurs d'étoiles, des gyroscopes de secours, des instruments dédiés à la synchronisation des pulsars. Mais leurs voyages sont si longs qu'ils s'étendent sur des décennies ou des siècles. Même les meilleurs instruments sont confrontés à la dérive accumulée, aux dommages par rayonnement et à la dégradation de l'étalonnage que nous avons déjà discuté. C'est encore plus compliqué par la nécessité de rester fonctionnel et précis bien plus longtemps que n'importe quel engin spatial que l'humanité a jamais construit et exploité en continu. Une sonde ne doit rester correctement orientée que pendant quelques années. Un vaisseau générationnel, lui, exige que chaque pièce de son système de navigation et les personnes responsables de son entretien et de son interprétation restent fiables plus longtemps que la plupart des technologies de l'histoire de l'humanité n'ont jamais été en utilisation continue et fiable. Chaque défi de navigation que nous avons discuté devrait être résolu à plusieurs reprises, non pas une fois, mais de génération en génération. Et cela serait résolu par des membres d'équipage qui ne pourraient peut-être jamais faire entièrement confiance aux instruments construits par des ingénieurs qui ont vécu et travaillé des siècles avant leur propre naissance. Comme vous pouvez le voir, chaque solution de l'humanité recèle en son sein un nouveau problème, plus profond. Nos systèmes de secours ont fonctionné dans l'une des plus grandes opérations de sauvetage de l'histoire. Mais seulement très près de chez nous. Notre adresse universelle est basée sur une carte qui se dégrade lentement avec le temps.
Et notre plan, le plus ambitieux, repose sur une croyance presque impossible que la technologie elle-même survivra pendant des générations. Mais il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Au-delà de toutes ces techniques, de tous ces chiffres, de toutes ces impossibilités, que signifie ce voyage pour l'esprit humain, si le retour à la maison n'est pas seulement difficile, mais aussi dénué de sens? Alors, pourquoi partons-nous? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici, sur Terre, qui apprenons ces règles impitoyables de l'univers? Et maintenant, nous nous demandons, au-delà de toutes ces techniques, de tous ces chiffres, de toutes ces impossibilités, que signifie ce voyage pour l'esprit humain, si le retour à la maison n'est pas seulement difficile, mais aussi dénué de sens? Alors, pourquoi partons-nous? Il est temps de s'arrêter et de réfléchir, car c'est bien plus qu'un simple problème de navigation. C'est faire face à la question la plus fondamentale sur notre place dans l'univers. Qui sommes-nous dans ce mouvement infini? Et qu'est-ce que cette connaissance signifie pour nous? Ici, Kahait, sur Terre, qui apprenons ces règles impitoyables de l'univers. La première et la plus bouleversante des confrontations concerne l'échelle. D'un côté, il y a une petite planète bleue qui abrite toute l'histoire de l'humanité, toutes ses réalisations et tous ses rêves. De l'autre, il y a un univers d'une taille inconcevable, où atteindre même l'étoile voisine la plus proche nécessite un voyage de 25 billions de miles. Comment ces deux vérités peuvent-elles exister simultanément? D'un côté, un monde plein de sens, et de l'autre, un vide où ce monde est plus petit qu'un grain de poussière. C'est la première et la plus brutale leçon que l'univers nous offre. Notre insignifiance physique. Le côté tragique de cette vérité est le pouvoir écrasant des distances. 4 années-lumière est une distance que l'esprit humain ne peut pas vraiment saisir, même avec notre vaisseau spatial le plus rapide. Il faudrait des dizaines de milliers d'années pour y arriver. C'est plus long que toute l'histoire enregistrée de notre civilisation. Cela signifie que nous ne pourrons jamais toucher ces étoiles, que nous ne pourrons jamais marcher sur la surface de ces mondes. Nous sommes ceux qui se tiennent sur le rivage de cet océan cosmique, examinant les quelques galets que les vagues apportent, mais qui n'atteindront jamais l'autre rive. C'est une sorte de peine de prison. C'est la tristesse de se tenir devant la vitrine d'une richesse infinie, sachant que l'on ne pourra jamais entrer. Nous ne sommes pas les habitants de cet univers, si nous en sommes simplement les observateurs lointains. Mais ce n'est qu'une facette de l'histoire. L'autre facette est le miracle. Oui, nous ne pouvons pas parcourir physiquement ces distances, mais notre esprit le peut. Tandis que notre corps est enchaîné à cette planète, notre esprit peut voyager à travers les années-lumière. Nous ne savons pas seulement que ces étoiles existent, nous comprenons comment elles naissent, comment elles vivent et comment elles meurent. En analysant leur lumière, nous apprenons leur composition chimique. Nous pouvons détecter les planètes qui tournent autour d'elles, même sans jamais les voir. C'est le plus grand triomphe de la conscience humaine. Nous surmontons notre limitation physique par notre curiosité intellectuelle. Nous ne pouvons peut-être pas toucher ces étoiles, mais elles peuvent nous toucher. Leur lumière, partie il y a des milliards d'années, atteint nos yeux aujourd'hui et nous raconte l'histoire de l'univers. C'est une connexion du type le plus profond. Et vous faites partie de cette histoire. Vous aussi, vous regardez ces étoiles. Vous aussi, vous ressentez la grandeur vertigineuse de ces distances. Votre corps aussi, comme le mien, est fait d'éléments forgés à l'intérieur de ces étoiles il y a des milliards d'années.
Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui observe l'univers, vous êtes la manière dont l'univers s'observe lui-même. Dans ce petit corps fragile réside la capacité du cosmos à se comprendre et à s'émerveiller. C'est la beauté la plus profonde au sein de la tragédie. La deuxième confrontation concerne le temps. D'un côté, il y a un univers qui existe depuis 13,8 milliards d'années. De l'autre, il y a une vie humaine moyenne de 80 ans. Comparée à l'âge total de l'univers, c'est encore moins qu'un clin d'œil. Comment une existence aussi éphémère peut-elle avoir un sens dans une réalité aussi permanente? C'est notre angoisse existentielle la plus fondamentale. Être une étincelle qui brille un instant et s'éteint au milieu d'une tempête cosmique. Le côté tragique de cette vérité, c'est ce que nous manquons. Nous ne pouvons lire qu'une minuscule page de l'histoire de cet univers. Nous ne connaîtrons jamais l'éternité qui nous a précédés, ni l'éternité qui nous suivra. Nous n'avons pas vu la naissance de notre Soleil. Nous ne verrons pas non plus notre galaxie fusionner avec Andromède dans des milliards d'années. Notre existence est si courte sur cette immense chronologie qu'elle est statistiquement presque nulle. C'est comme être invité à une fête manquée. La musique a commencé bien avant notre arrivée et continuera bien après notre départ. C'est un sentiment d'orphelinat. Nous avons un passé et un avenir cosmiques, mais nous ne pourrons jamais leur appartenir. Mais un cadeau incroyable est caché dans cette fugacité. Parce que notre temps est limité, chaque instant est précieux. Si nous avions une vie éternelle, rien n'aurait d'urgence. Mais nous en avons une. C'est pourquoi nous aimons. C'est pourquoi nous créons. C'est pourquoi nous cherchons un sens, car nous savons que notre temps est compté. Ce bref instant que l'univers nous a donné est notre seule chance de l'expérimenter. La beauté d'un coucher de soleil réside dans le fait qu'il ne dure pas éternellement, et la valeur de la vie humaine réside dans sa fugacité. Nous sommes l'un des vers les plus courts, mais peut-être les plus intenses, du poème infini de cet univers. Et vous êtes un mot de ce vers. Vous aussi, vous avez le privilège d'exister dans ce court laps de temps. Vous êtes le résultat d'une chaîne de causalité de 13,8 milliards d'années, d'innombrables explosions d'étoiles et de formations planétaires. Votre existence est une impossibilité statistique. C'est pourquoi chacun de vos instants est aussi précieux que l'univers lui-même. Vous n'êtes pas un simple figurant sur cette scène cosmique. Vous êtes le protagoniste de cet instant, car sans votre conscience, cet instant n'aurait pas de témoin. La dernière confrontation concerne la solitude. D'un côté, il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. De l'autre, il y a le fait que, pour autant que nous le sachions, la conscience n'a germé que sur cette petite planète. Comment pouvons-nous être si seuls dans un univers si peuplé? C'est la question au cœur du paradoxe de Fermi, et elle reflète l'une des peurs les plus profondes de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Le côté tragique de cette vérité est le silence. Nous écoutons le ciel depuis des décennies. Nous regardons les coins les plus reculés avec nos télescopes les plus puissants. Mais la réponse est toujours la même, le silence. Cela pourrait signifier que nous vivons sur une seule île dans un océan cosmique. Cela pourrait signifier que malgré tout ce potentiel, toutes ces possibilités, nous n'avons personne à qui parler dans cet immense univers. C'est la solitude la plus profonde imaginable. L'immensité de l'univers peut ressembler plus à une moquerie qu'à une promesse. Nous avons des voisins infinis,
mais ils sont tous silencieux. Pourtant, cette solitude nous confère une responsabilité incroyable. Si nous sommes les seuls êtres pensants dans cet univers, alors nous sommes les gardiens de l'univers. Cela signifie que la conscience, cette flamme fragile qui brûle sur cette planète, est la chose la plus précieuse à protéger et à nourrir. Notre solitude, au lieu de nous plonger dans le désespoir, peut être une raison de nous serrer plus fort les uns contre les autres. Car s'il n'y a personne d'autre dans l'univers, alors tout ce que nous avons, c'est nous-mêmes. Chaque être humain sur cette planète, chaque être vivant, est notre compagnon dans cette solitude cosmique. C'est un lien qui transcende nos tribus, nos frontières et nos différences. Et vous faites partie de ce lien. Vous êtes aussi une voix dans cet univers silencieux. Vos pensées, votre amour, votre curiosité peuvent être l'un des phénomènes les plus rares et les plus précieux de cet univers. Être seul ne signifie pas être insignifiant. Au contraire, cela nous rend inestimables. Vous êtes l'un des milliards d'humains sur cette île cosmique, et tous ensemble, nous avons le pouvoir de remplir de sens le silence de cet univers. C'est une caractéristique. Cela signifie qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Le carburant de notre curiosité ne s'épuisera jamais. C'est le rappel ultime que le voyage est plus important que la destination. Et vous faites partie de cette carte vivante. Vous êtes aussi un être en constante évolution. Votre identité d'aujourd'hui n'est pas exactement la même que celle d'hier. Et demain, elle sera différente. Vous êtes un reflet personnel du dynamisme de cet univers. Et cela vous donne le pouvoir de recommencer, de redécouvrir et de recréer chaque jour. Vous n'êtes pas un point figé. Vous êtes une histoire en mouvement. Toutes ces couches, les limites de la mémoire, de l'instinct et de la connaissance, nous amènent à une compréhension plus profonde. Le problème avec la maison n'est pas seulement où elle est, mais aussi ce qu'elle est. Mais il y a plus. Au-delà de toutes ces considérations philosophiques, nous devons faire face à la réalité la plus pratique, la plus fondamentale de ce voyage. Et si la solution n'était pas une nouvelle technologie ou une philosophie plus profonde, mais un simple recadrage? Et c'est pourquoi la réponse la plus pratique à ce problème est peut-être la plus philosophique. La solution est un simple recadrage. L'idée, peut-être la plus ingénieuse, proposée par les chercheurs, est de mitiger le problème plutôt que de le résoudre. Une mission de retour. Au lieu d'essayer de retrouver directement la Terre depuis des années-lumière de distance, se dirigerait vers un point de rendez-vous précalculé. C'est une position et une heure spécifiques convenues avant le départ. Il est calculé en projetant le mouvement orbital bien compris de la Terre vers l'avant du nombre d'années attendu pour le voyage aller-retour. Cela change complètement la question. Vous ne demandez plus où est la Terre en ce moment. C'est une question impossible à répondre avec une précision en temps réel à une telle distance. Au lieu de cela, le voyageur résout une question plus étroite, plus gérable. Où sera la Terre à ce moment futur, spécifique et convenu? Cela nous amène à un contraste fondamental entre la perfection et la suffisance. D'un côté, il y a notre quête d'une solution parfaite qui prend en compte chaque variable, élimine chaque erreur et offre une certitude absolue. De l'autre, il y a une approche pragmatique qui accepte l'incertitude, gère les erreurs et se contente d'un résultat assez bon. Comment, dans une mission qui exige une telle précision, renoncer à la perfection peut-il être la meilleure stratégie? Le côté tragique de cette vérité
est la nécessité de renoncer à notre croyance en un contrôle absolu. Nous voulons imaginer une orbite parfaite, un timing parfait et une arrivée parfaite. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Même cette stratégie de point de rendez-vous accepte que la propre position du voyageur comporte toujours toutes les incertitudes accumulées que nous avons discutées. Les gyroscopes qui dérivent, la lumière des étoiles qui change, le contact radio qui s'estompe. Rien de tout cela ne disparaît. Cela ne signifie pas que le problème est résolu par magie. Cela signifie simplement que la taille de la cible a été réduite. Ce n'est pas une garantie de réussir un tir parfait. C'est juste une tentative de réduire la probabilité de rater la cible. C'est une sorte de reddition face à la complexité de l'univers. Pourtant, dans cette reddition, réside une sagesse du type le plus profond. C'est une leçon qui remonte à l'âge d'or de la navigation océanique. Pendant des siècles, pour les marins, la latitude, c'est-à-dire leur position nord-sud, était assez fiable à déterminer. Mais la longitude, leur position est-ouest, était l'un des problèmes non résolus les plus dangereux de la navigation. La détermination de la longitude nécessitait de connaître l'heure précise à un lieu de référence fixe. Le problème était les horloges. Aucun dispositif de chronométrage de l'époque ne pouvait garder l'heure exacte pendant des mois sur un navire qui tanguait, humide et dont la température variait. Il dériverait de minutes ou d'heures au cours d'un long voyage, et une petite erreur de temps se traduirait par une erreur énorme dans la position calculée. La solution est venue après des décennies d'efforts dévoués et le développement d'un tout nouveau type de montre mécanique, spécialement conçue pour rester précise malgré le mouvement, les changements de température et l'humidité. La résolution de ce problème de navigation océanique n'a pas été réalisée en inventant une carte parfaite, mais en emportant un point de référence fiable, le temps à bord. Et vous utilisez ce principe dans votre vie. Vous ne pouvez pas toujours atteindre un résultat parfait. Vous ne pouvez pas toujours contrôler toutes les variables. Rakim Mess, ce que vous pouvez faire, c'est créer vos propres points de référence, diviser vos objectifs en parties plus gérables et avancer en acceptant l'incertitude. La perfection est une illusion, mais le progrès est réel. Une autre et dernière confrontation se situe entre l'outil et le but. D'un côté, il y a les voyages spatiaux, les entreprises technologiques les plus complexes, les plus chères et les plus audacieuses que l'humanité ait jamais entreprises. De l'autre, il y a le but ultime de ce voyage, la quête de connaissances, de compréhension et peut-être d'un nouveau foyer. Comment l'outil peut-il parfois devenir plus important que le but lui-même, ou même façonner le but lui-même? Le côté tragique de cette vérité est la réalité brutale de l'ingénierie connue sous le nom de la tyrannie de l'équation de la fusée. Chaque correction de la trajectoire d'un engin spatial consomme du carburant. Et ce carburant ne peut jamais être remplacé une fois qu'une mission a quitté la Terre. Vous pouvez transporter plus de carburant pour permettre plus de corrections. Mais plus de carburant signifie plus de masse. Et plus de masse signifie qu'il faut encore plus de carburant pour accélérer ce poids supplémentaire. C'est un cercle vicieux qui force les ingénieurs à un compromis brutal. Cela signifie que parfois, les missions les plus ambitieuses deviennent impossibles en raison des limitations physiques les plus fondamentales. L'outil, la fusée, détermine la portée du but, le voyage. Parfois même, il l'empêche. Les concepts de vaisseaux spatiaux minuscules poussent cette vérité à son extrême.
Ces sondes de la taille d'un timbre-poste sont trop petites et limitées pour transporter le package de navigation nécessaire au retour. Pour elles, le problème de trouver le chemin du retour n'est pas seulement rendu plus difficile, il est presque entièrement mis de côté. Le but n'est pas de ramener le véhicule, mais simplement de renvoyer les informations. Pourtant, dans cette limitation, réside le pouvoir de la concentration. Quand on ne peut pas tout faire, on se concentre sur ce qui est le plus important. Ces petites sondes nous rappellent que l'essence du voyage interstellaire est d'élargir notre compréhension, plus que de revenir physiquement. Peut-être que le but ultime n'est pas de revenir en chair et en os, mais de revenir en tant que connaissance et inspiration. Peut-être que la cargaison la plus précieuse du voyage n'est pas les astronautes, mais les données. Cela nourrit la conscience collective de l'humanité et permet aux générations futures d'aller encore plus loin. C'est un héritage plus grand que le retour d'un héros individuel. C'est un héritage pour toute notre espèce, et vous êtes confrontés à cet équilibre dans votre vie. Vous aussi, vous disposez de ressources limitées, de temps limité et d'énergie limitée. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est pourquoi vous devez décider de ce qui est vraiment important. Quel est le but pour vous? Et quels outils utiliserez-vous pour atteindre ce but? Parfois, le plus grand progrès n'est pas de construire une plus grande fusée, mais de redéfinir ce que l'on veut vraiment accomplir. À la fin de tout ce voyage, nous comprenons que la maison n'est pas seulement un point en mouvement. C'est un souvenir qui vit dans notre mémoire. C'est un défi où nos instincts sont insuffisants. C'est une carte qui montre les limites de notre connaissance. C'est la sagesse de choisir la suffisance plutôt que la perfection. Et c'est une limitation qui nous oblige à redéfinir notre but. Nous savons maintenant que le problème de trouver le chemin du retour ne concerne pas seulement les étoiles. Il nous concerne nous. Notre voyage est presque terminé. Lorsque nous assemblons toutes ces couches techniques, philosophiques et psychologiques, que nous reste-t-il? Comment toutes ces pièces s'assemblent-elles dans la grande image? Et le plus important, que devons-nous faire maintenant de cette connaissance? Et c'est pourquoi, à la fin de ce voyage, nous comprenons que le mot « maison » est bien plus qu'une coordonnée. Au cours de ce voyage, nous avons vu comment la Terre et tout ce qu'elle contient est projeté à travers l'univers à des centaines de kilomètres par seconde. Nous avons été témoins de la manière dont nos outils de navigation les plus fiables échouent un par un face à la réalité brutale de la distance et du temps. Et à la fin, nous avons réalisé à quel point ce problème technique recèle des questions philosophiques profondes sur notre place dans l'univers, sur la nature du temps et sur ce que signifie être humain. Nous savons maintenant que l'impossibilité de trouver le chemin du retour ne vient pas de l'incompétence de nos ingénieurs, mais de la structure fondamentale de l'univers. Car l'univers lui-même ne nous offre pas de branche fixe à laquelle nous accrocher. Dans cette danse vertigineuse où tout, à chaque instant, bouge par rapport à autre chose, nous avons compris qu'il n'existe pas de concept de repos absolu. C'est une réalité où une erreur d'1 degré peut vous dévier de 400 milliards de miles. C'est une distance où la réponse à un message « Bonjour » envoyé à votre plus proche voisin arrivera 8 ans plus tard. Mais cette connaissance ne doit pas nous plonger dans le désespoir. Au contraire, elle nous offre un cadeau. Vous faites aussi partie de ce mouvement. Vous êtes aussi un voyageur dans cet univers en constante évolution, créant votre propre sens, votre propre maison. Peut-être que la vraie maison n'est pas un endroit où nous retournons, mais ce que nous trouvons dans le voyage lui-même.
dans ce que nous apprenons et en nous-mêmes. Car dans cette solitude cosmique, le seul point fixe que nous ayons, c'est nous-mêmes. Si ce voyage a un tant soit peu changé votre perspective sur l'univers et votre place en son sein, vous pourriez envisager d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour partager cette découverte avec d'autres. Car ce n'est que le début de la conversation. Car dans ce voyage, nous avons vu à quel point l'univers est silencieux, à quel point il est vaste. Mais, et si ce silence n'était limité que par notre perception? Et si le tissu de l'univers, l'espace-temps lui-même, vibrait constamment avec les vagues invisibles créées par les plus grands événements? Dans ce voyage, nous avons vu à quel point l'univers est silencieux et en mouvement. Mais, je ne vous ai pas dit une chose. Dans ce silence se cachent les échos des événements les plus violents de l'univers. La collision de deux trous noirs. La mort d'étoiles à neutrons. Ces événements font onduler le tissu de l'espace-temps comme une pierre jetée dans un lac. Dans notre prochain voyage, nous apprendrons à écouter cette musique invisible, les ondes gravitationnelles. Êtes-vous prêt à entendre les murmures de l'espace-temps?